Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais, encore une fois, mais la situation est encore plus grave que lors de ma dernière intervention, je vais vous dire la gravité de cette situation internationale que vous connaissez, mais en analysant plus en profondeur, les éléments fondamentaux en apparaissent mieux. Je vais aussi élaborer, tracer les pistes pour sortir de ce dilemme tragique dans lequel nous sommes plongés. Sans quoi, si ces pistes n'étaient pas tracées, si un effort pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes n'était pas défini, il ne servirait à rien de se plaindre, on jouerait les Cassandres sans horizon. Alors nous en sommes à la 4e fuite dans les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Il est établi qu'il s'agit bien d'une explosion ou d'explosion, de plusieurs explosions, dues à des actes de sabotage. Premièrement, le président Biden, faut-il noter, avait proclamé le 7 février 2022 que les États-Unis ont les moyens de paralyser la livraison de gaz russe. Deuxièmement, les explosions ont été entendues par le centre de sismologie suédois, là où opéraient les navires russes en mer Baltique. Troisièmement, les services anglo-américains accusent maintenant les Russes de l'avoir fait eux-mêmes, comme un instrument de chantage vis-à-vis des Européens, de l'avoir fait contre leurs propres installations, comme ils l'auraient fait aussi contre la centrale de Zaporia qu'ils occupent. Donc voilà, selon les médias occidentaux, selon les dirigeants de l'anglosphère, voilà des experts du tir sur eux-mêmes que seraient les Russes. Évidemment, il s'agit d'une fable. Et ou bien les forces américaines l'ont fait elles-mêmes, ou bien, disent d'autres, elles ont organisé des forces spéciales et la marine polonaise pour le faire. Alors, on voit tout le professionnalisme et la crédibilité de nos médias français, qui rapportent quasi unanimement les thèses anglo-américaines, particulièrement pour les gens que l'on croit pouvoir influencer, c'est-à-dire la presse populaire, comme Le Parisien ou des journaux régionaux, et d'autres journaux comme Libération ou des magazines comme Le Point. Donc voilà une quasi-unanimité qui est engagée dans une vaste entreprise de mensonges. Et il faut bien prendre conscience de cela pour comprendre la situation dans laquelle se trouve notre pays. Quatrièmement, on vous ment même sur les origines de la guerre elle-même. En février, donc, avant l'invasion russe qui a eu lieu donc le 24, en février, il se préparait de la part des forces ukrainiennes, 300 000 hommes, disaient les experts, avec le soutien de l'OTAN, des services de renseignement de l'OTAN et des armes fournies, il se préparait une offensive contre le Donbass, qui était la zone en sécession du système de Kiev, la zone où l'on voulait continuer à parler russe et à jouir d'une certaine autonomie. Ce voyant, Poutine a réagi, et on cache cet aspect de l'histoire, il a réagi et a devancé l'opération des forces ukrainiennes et de l'OTAN, exactement comme Israël l'avait fait en son temps pour devancer l'offensive des États arabes. Donc voilà un précédent que l'on ne mentionnera pas aujourd'hui en France. Alors, la guerre est bien entendu une chose atroce. Et c'est pour cela qu'il faut dire la vérité. La vérité, c'est que l'OTAN et les services américains ont utilisé le gouvernement ukrainien et le peuple ukrainien comme de la chair à canon. Et ils savaient très bien que Poutine allait réagir. Les services de renseignement américains l'ont dit et répété. Donc il s'agit bien, à l'époque,
Donc il s'agit bien d'une opération conçue pour entraîner le conflit dans lequel on se trouve aujourd'hui. Enfin, cinquièmement, nous sommes face à une situation internationale qui est de l'ordre de celle de la crise des missiles de Cuba, je dirais empire, parce que cela, cette fois-ci, ou empire par rapport à la crise du 11 septembre 2001. Pourquoi empire? Parce que cette fois-ci, c'est tout le système vital, toute l'énergie de l'Europe qui est en cause, puisque sans le gaz russe, on ne peut pas faire. Les énergies de substitution pour remplacer le gaz russe cet hiver, et même ensuite, et aussi le pétrole russe, sont tout à fait insuffisantes. Le gaz naturel liquéfié américain et le gaz de schiste, voyons les dégâts écologistes par ailleurs, le gaz naturel liquéfié américain et le gaz de schiste ne peuvent arriver à temps. Et nous n'avons pas assez de terminaux pour l'accueillir. C'est-à-dire en France, on en a 4, en Allemagne 0. Donc ces terminaux reliquéfient le gaz transporté sous forme condensée dans les méthaniers. Donc ça, on n'en a pas, ou pas assez. Ensuite, les quantités disponibles sont insuffisantes. Les Américains eux-mêmes veulent le garder pour eux. La Norvège et l'Algérie, autres fournisseurs de gaz liquéfié, produisent pour eux-mêmes seulement une quantité qui n'est pas énorme pour pouvoir l'exporter. La Norvège exporte en priorité vers les pays scandinaves et l'Algérie, Mario Draghi est allé pour s'assurer un contrat. Donc Macron est arrivé derrière lui. Là aussi, on est les dindons de la farce dans la farce. Enfin, les pays du Golfe, producteurs de pétrole, tiennent à garder une bonne relation avec la Russie et la Chine, donc ne vont pas se substituer à la Russie, au moins pour l'instant. Donc, que nous reste-t-il? Nous n'avons pas les moyens d'un développement économique par ce que permet l'énergie. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de développement économique. Donc, comme il a été dit clairement, cette crise de l'énergie est une crise à court terme, surtout à moyen terme et à plus long terme au cours de cet hiver. Un hiver qui s'annonce par ailleurs froid. Il y a une crise alimentaire qui sera produite car le prix des engrais, la production d'engrais exigeant beaucoup d'énergie et la production d'engrais se trouvant en Ukraine et en Russie, eh bien il y a une crise parce que les agriculteurs ne pourront pas travailler avec la capacité que permettent les engrais. Puis les engrais sont trop chers. Le prix a explosé littéralement, comme celui du gaz. Donc là aussi, en particulier, les producteurs de fruits, de légumes, pour chauffer les serres, de gaz, de volailles, sont particulièrement frappés. Ils étaient déjà dans une situation difficile, là ils sont particulièrement frappés. Il y a une crise internationale des circuits de production et des chaînes de valeur qui est partout, parce que chacun essaye de capter les moyens de s'assurer à l'avenir la capacité de fonctionner. Donc il y a une ruée vers les moyens pour fonctionner. Dans ces conditions, à qui profite le crime? Certainement pas à l'Europe. Certainement pas aux travailleurs et au peuple d'Europe. Certainement pas non plus à la Russie. L'Europe en est à la 8e reprise de sanctions contre la Russie. La réponse est d'autant plus évidente, et ce que je vais montrer maintenant, c'est que le dollar est devenu une arme qui écrase toutes les monnaies. Cette arme écrase toutes les monnaies parce qu'elle est utilisée comme instrument de guerre, littéralement, comme une arme, comme un instrument de guerre. Si l'on regarde les statistiques, le dollar valait 0,885 € le 3 janvier 2022. Aujourd'hui, il vaut 1,039 €, c'est-à-dire le dollar par rapport à l'euro a augmenté en un an d'environ 18 à 20%, ce qui est énorme pour une monnaie. Et évidemment, les importations nous coûtent beaucoup plus cher, et nous devons chercher ailleurs où les choses fonctionnent relativement mieux,
Ils vont le payer donc plus cher. Voilà la situation. Et on est, pour les entreprises, dans une situation, surtout les petites et moyennes entreprises, dans une situation très difficile. Je ne sais pas comment elles pourront fonctionner à partir de cet hiver. Ce sera très difficile parce que, compte tenu du prix de l'énergie, compte tenu du prix de tout, elles fonctionnent à perte. Donc, par ailleurs, dans ce système étonnant dans lequel nous sommes rentrés, voilà des écologistes qui font ouvrir les centrales au charbon, et même les mines de lignite en Allemagne. Et des écologistes qui sont le plus engagés dans une politique de va-t-en-guerre. Donc on est dans une sorte de monde dans lequel on penserait qu'on s'agite sur la nef des fous. Donc, dans ce contexte, évidemment, les peuples commencent à ne pas être aveugles. Nord Stream 1, Nord Stream 2, ce qu'on voit, les images que l'on peut voir, le dollar et les importations qui nous coûtent de plus en plus cher, il est assez facile de conclure. L'Europe est clairement, encore une fois, le dindon de cette farce tragique. Même des officiels, plus cyniques que d'autres, laissent filtrer la vérité. Henry Kissinger, qui a dit « On ne joue plus suivant les règles de la guerre froide, et cela peut entraîner un conflit qu'on ne maîtrisera pas. » Les déclarations ouvertement belliqueuses que l'on a s'ajoutent à cela. Ursula von der Leyen, tout le monde l'a entendu, cette obrote allemande qui croit qu'on peut gérer le monde comme on gère ses domestiques. Elle n'est même pas elle-même une dirigeante, elle est la domestique de gens qui contrôlent ce système. Et puis, il y a le Stratcom, là on est plus près du centre du pouvoir américain, qui dit que, eh bien, on pensait dans le passé que l'utilisation, le recours à l'arme nucléaire était impossible, maintenant on le juge peut-être probable. Voilà, on en est là, et il faut bien avoir à l'esprit qu'on en est arrivé là. Dans un système de prolifération de trafic d'armes en Ukraine. Vous savez que les armes arrivent en Pologne, on les livre aux Ukrainiens, après les Ukrainiens, les mafias ukrainiennes, il ne faut pas dire les Ukrainiens, les mafias ukrainiennes, en font un trafic et le revendent ailleurs. L'avion qui est tombé en Grèce et qui a explosé était bourré de ces armes. Donc, trafic d'armes, trafic de drogue. Partout, on assiste à cet accroissement du trafic de drogue dont les mafias font partie intrinsèque du système. On dit qu'on ne peut pas faire à la drogue parce qu'on ne peut pas la gagner. On n'a jamais fait. On est dans une société de trafic d'êtres humains. On peut le voir dans la prostitution et le porno qui est infligé partout à nos enfants. Alors, on dira oui, est-ce une conspiration ou non? Non, c'est un fait simplement. Il est là. Plus de 50% des jeunes de moins de 16 ans ont vu des images de pornographie. Donc, on ne peut pas dire que c'est innocent que ça puisse se dérouler. Enfin, c'est un système qui détruit les fondements de la production et du pouvoir d'achat des travailleurs aujourd'hui. À Jackson Hole, Jérôme Powell, l'homme qui dirige les choses depuis la Réserve fédérale américaine, l'a dit ouvertement. Bruno Le Maire l'a dit ouvertement. Emmanuel Macron l'a dit ouvertement. C'est la fin de l'abondance. Une abondance qu'on n'a jamais eue, mais c'est la fin. Ça veut dire l'austérité sociale, ouvertement pratiquée. Une oligarchie qui a pris en otage les nations, y compris les États-Unis d'Amérique. Alors là, il faut être clair. On ne doit pas attaquer les Américains ou les États-Unis d'Amérique. C'est le système militaire, industriel, financier, de médias, même de l'université, toute cette agglomération de choses du système anglo-américain qui a pris en otage la nation américaine. Et nous combattons cela. Notre ami Diane Serre, qui est venu à la conférence que nous avons tenue à Paris, notre conférence annuelle, a témoigné de ce combat. Et aujourd'hui, elle est la troisième candidate, il n'y en a que 3, dans l'État de New York. Il y a Schumer, qui est un des pires représentants sénateurs là-bas, il est dans tous les mauvais coups. C'est un
non seulement c'est un proche de Biden, mais il est plus proche encore du système financier oligarchique que Biden lui-même. Et puis, il y a un républicain qui est une sorte d'être amorphe sans intérêt. Et il reste Diane Seyr, qui est candidate indépendante. Il fallait 15 000 signatures pour être candidat indépendant. Tout à coup, ils ont passé à 45 000. Elle en a eu 66 000, à la surprise générale. Et là, elle va aller protester, car elle n'a aucune couverture de presse. Elle va protester avec ses amis le 6 octobre devant la permanence de Schumer lui-même. Donc voilà quelque chose qui peut être, dans cette affaire, un changement dans la politique américaine. Il peut être la petite chose, le catalyseur d'un changement très important. Donc vous devez le savoir parce qu'il faut comprendre que le peuple américain, ce n'est pas la politique extérieure des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. C'est très important à comprendre. Cette oligarchie veut détruire toutes les nations, y compris contrôler les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Et l'Europe, bien entendu, est aujourd'hui sa proie désignée. Voilà donc où nous en sommes. Alors, ma mission n'est pas seulement de dire ce qui se passe, c'est d'essayer, autant que je peux, d'exprimer la vérité, d'aller dans le sens de la vérité. C'est de dire vraiment ce qui se passe. Je veux dire quelque chose sur les gouvernements américains. Il y a un pouvoir américain qui est bien au-delà de celui de Biden. C'est une sorte de ce que j'appelle en France l'oligarchie des portes tournantes. En France, on a le Conseil de défense, on a les mégabanques et on a McKinsey. Privé, public. Bien, aux États-Unis, en grand, c'est pareil. Il y a un Homeland Security Council, un conseil de sécurité intérieure. C'est l'aspect public, où il y a le président, le vice-président, les dirigeants de services de renseignement, le FBI. Donc, c'est un gouvernement par-dessus le gouvernement. Et ensuite, il y a un conseil consultatif de sécurité intérieure qui travaille avec ce conseil de sécurité intérieure lui-même. Et ce conseil consultatif, donc, fait partie de l'administration, de l'exécutif américain. Ces gens-là viennent du privé. Ce sont des anciens du public passés dans le privé. Donc voilà, il y a cette oligarchie de porte tournante à l'américaine, public-privé, banque et milieu d'affaires, armée et renseignement. Voilà le véritable pouvoir auquel on doit faire face. Alors par rapport à l'Ukraine, tout le monde sait que la solution ne peut être que l'arrêt des combats, avec l'arrêt des fournitures d'armes aux belligérants tout de suite, c'est ce que nous devrions faire, et un statut de neutralité à l'autrichienne pour l'Ukraine, avec la garantie de la communauté internationale, y compris les États-Unis, la Russie et nous-mêmes, et avoir un projet de reconstruction de l'Ukraine concret en faveur du peuple ukrainien, qu'on n'en fasse pas de la chair à canon, mais le centre d'un développement dans cette partie de l'Europe où l'Est et l'Ouest se rencontrent. Alors il y a des gens, je sais, qui pensent dans ce sens, mais ils n'ont pas de projet concret. Nous avons ce projet qui est à la fois concret et en même temps en dehors de la règle du jeu. On ne peut pas trouver de solution au sein d'un système qui se condamne lui-même, il faut en trouver un en dehors de ce système. C'est un nouveau Bretton Woods. Alors nous l'avons dit à plusieurs reprises, mais ce nouveau Bretton Woods, qu'est-ce que ça veut dire? Tarir à la source de spéculation de l'oligarchie financière, empêcher que les banques d'investissement soient protégées lorsqu'elles spéculent sur les marchés financiers, garder les banques de dépôt et de crédit à condition qu'elles fonctionnent comme il se doit, sans cela on les nationalise, éviter et éliminer l'oligarchie des portes tournantes et faire un système de crédit public à l'échelle du monde, parce que les banques elles-mêmes ne peuvent pas apporter assez de crédit, un système de crédit public organisé par les États pour de grands projets de développement qui permettent à chaque nation d'avoir les possibilités de sortir de la crise, en particulier les petites nations du monde. Or, vous savez que le dollar utilisé comme arme aujourd'hui, qui n'est même pas l'arme du peuple américain, c'est l'arme de cette oligarchie financière, eh bien, ce dollar crée un mouvement de retour de la part des pays du Sud, parce que, au moins de ceux qui investissent dans les pays du Sud, c'est-à-dire ceux qui sont riches, vers le dollar, parce que le dollar a des taux d'intérêt plus élevés que toutes les autres monnaies. Donc le dollar est fort.
arbitrairement fort. Pas du tout fort d'une économie forte, mais fort de ceux qui sont ce pouvoir militaro-industriel, financier. Donc c'est cela que nous combattons. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que Sergueï Glaziev, qui est ministre, alors c'est long et à la russe, ministre chargé de l'intégration et de la macroéconomie de l'Union économique eurasiatique. En fait, Glaziev est quelqu'un de relativement indépendant, mais auquel le système russe fait confiance et qui travaille à un nouvel ordre économique et monétaire international, où la souveraineté des États serait respectée. Il est dans la réflexion et dans l'action de ce nouvel ordre. Alors, on dit Poutine est isolé, Poutine ne menace le nucléaire. Ce n'est pas vrai. Poutine n'a jamais menacé, même Bruno Tertré, qui est un expert français qualifié dans ce domaine, et qui n'est pas du tout pro-russe, au contraire. Lui-même dit non, on trompe les gens en disant que Poutine va utiliser le nucléaire. Regardez, il n'a pas utilisé des formes extrêmes de combat, alors que les Ukrainiens ont non seulement bombardé continuellement les 4 oblasts maintenant qui ont voté pour leur adhésion à la Fédération de Russie, mais les Ukrainiens ont bombardé la Crimée et ils ont bombardé même à l'intérieur de la Russie. Bruno Tertré le reconnaît. Donc les Russes ont réagi avec, compte tenu de leur initiation, leur opération de départ, avec une relative retenue. Et c'est peut-être une dernière chance. Donc il faut la jouer. Et il faut la jouer en disant, voilà, Glaziev est en train de créer l'embryon d'un système monétaire hors du dollar. Mais ce système monétaire, si jamais il était en affrontement absolu au système occidental, fatalement on arriverait à une guerre. Donc le nouveau Bretton Woods, c'est l'éviter. Pas en disant, voilà, les États occidentaux doivent être gentils, et non, tels qu'ils sont, ils ne le seront pas. C'est la pression de vous, des peuples, sur ce système occidental qui permettra de changer les choses. C'est une protestation que commencent à exprimer, comme l'ont exprimé aujourd'hui les syndicats dans les rues de Paris et d'ailleurs. C'est cette protestation, mais elle doit prendre une forme de mobilisation sur cette question internationale. Il faut un nouvel ordre économique et monétaire international. C'est la seule façon de garantir la paix par le développement, la sécurité et la stabilité de tous les peuples du monde. Un système gagnant-gagnant, comme l'ont dit les Chinois. Alors, ce qui est très important, c'est que Sergueï Glaziev, pour le 100e anniversaire de la naissance de Lyndon LaRouche, que nous avons célébré, notre ami américain Lyndon LaRouche, a envoyé un message de soutien, un message avec beaucoup d'émotion, disant, voilà, Lyndon LaRouche est l'homme qui m'a indiqué ce qu'était vraiment l'économie physique, que c'était la productivité du travail humain, et c'était cette productivité qui permettait d'accroître le peuplement, la capacité d'accueil du monde, le potentiel de densité démographique relatif à ce développement technologique. Et ce qu'a dit Glaziev, c'est les pays qui ont fait ce développement économique, la Chine étant l'exemple, se sont développés selon ce que Lyndon LaRouche avait dit, et qui était aussi en partie l'orientation de notre planification française. Les Chinois s'en sont inspirés, nous l'avons abandonné. Et, de plus, ajoute Glaziev, tous ces pays qui ont suivi cette orientation ont réussi. Alors que les pays occidentaux, eux, qui ont fait une économie soi-disant libérale, c'est-à-dire une dictature financière du court terme, libéral est un mot inapproprié, c'est la dictature financière du court terme. Ces pays, eh bien, ils ont échoué. Et on en est là. Et si la confrontation, on part vers une confrontation, ce sera la guerre. Alors, c'est ce qu'il faut éviter. La seule politique de paix valable, c'est cette paix dont je définis les conditions pour l'Ukraine, mais bien au-delà de l'Ukraine, parce qu'il s'agit de quelque chose où l'Ukraine n'a été qu'un pion. Il s'agit de quelque chose dans lequel cette oligarchie financière a besoin de s'étendre à tout prix, parce qu'elle est arrivée au bout de son propre système. Donc il faut cet autre système financier et monétaire international où le travail humain, l'investissement dans l'industrie et l'agriculture, toutes les inventions nouvelles, la création, la capacité de création, mais on bafoue celle de nos jeunes, celle de nos enfants. Donc rétablir cette capacité de création dans l'éducation, la rétablir dans la formation. Donc voilà ce que doit être l'avenir. Alors, de ce point de vue, nous sommes attaqués.
il y a un centre contre la désinformation qui a été créé en Ukraine, et un groupe soi-disant privé qui s'appelle Mirotvorets, qui désigne les gens comme les ennemis qui méritent d'être éliminés, ils le disent, qui méritent une lustration militaire, c'est leur expression, et dont je fais partie, dont fait partie, en ce qui concerne Mirotvorets, Jean-Luc Mélenchon, dont fait partie Marine Le Pen en ce qui concerne, c'est intéressant, extrême droite, extrême gauche, qui sont mentionnés comme les ennemis de la liberté. Alors la liberté, qu'est-ce que c'est en Ukraine? Les 16 partis d'opposition suspendus, des mafias qui ont le pouvoir, tout le monde le sait dans les services de renseignement, y compris français. Les mafias qui ont le pouvoir et qui jouent sur tous les trafics, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, trafic de drogue. Et c'est ça qu'on appelle la cause de la liberté? On se moque de nous. Et c'est là qu'il faut cette autre orientation et qu'elle est nécessaire. Et qu'il y a en France des gens qui réfléchissent. Je sais que, par exemple, à la dernière réunion de l'Agence internationale pour l'énergie atomique à Vienne, Wang Chang, qui est le représentant chinois, a dit « Il faut, dans le domaine de l'énergie avec le nucléaire, développer l'énergie nucléaire civile dans une politique d'atome pour la paix et pour le développement. » Atome pour la paix et le développement, c'était le nom que le général de Gaulle, et aussi Georges Pompidou, et aussi Pierre Messmer avaient. C'est le nom que certains milieux aux États-Unis avaient, autour de Kennedy. C'est à quoi il faut revenir. Et, de façon très intéressante, Renaud Girard, qui est un peu l'avocat de certains milieux français plus responsables que d'autres, nous dit que la Chine pourrait devenir médiatrice demain entre la Russie et l'Ukraine. Et ça, c'est la politique que l'on devrait suivre. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que les gens sont déçus, les gens ont été mis dans une telle situation, la plupart des gens ne vont pas voter, parce qu'ils considèrent que la politique est sale et que de toute façon, ce sera comme ça. Les grands capitaux, les grands accords dominent, et que désormais l'humanité va dans une direction qu'il est impossible de changer. Eh bien je dis, cette direction qu'on prétend impossible de changer, c'est le chaos économique et c'est la guerre. L'alternative, c'est ce dont vous parle ce soir. Et je crois que vous ne vous mobilisez pas assez, je crois que nous ne nous mobilisons pas assez pour cette cause. Et on nous a habitués à un système où ce n'est plus la création humaine, où ce n'est plus le savoir qui domine, mais ce sont les objectifs qu'on fixe, comme dans l'entreprise, selon des méthodes dévoyées de l'analyse des systèmes et de la recherche opérationnelle, ces grands mots qu'on utilise. C'est en réalité, on dit voilà, il y a un problème, il y a des objectifs, vous devez être compétent et vous devez faire, en suivant telle ou telle voie, la solution. Ce n'est plus l'inventivité, ce n'est plus la créativité. C'est un système dans lequel on est réduit à une série de tâches qu'on effectue au fur et à mesure. D'où la souffrance au travail, d'où tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que l'être humain n'est pas respecté. Alors par rapport à cela, l'espoir que je vois, c'est que certains commencent à prendre conscience qu'il faudrait former en France un bloc populaire, au moins en politique étrangère, pour suivre la voie que je définis. Et Emmanuel Todd, qui parfois a des idées, disons, intéressantes, là tout à coup il publie dans Marianne l'idée que les Insoumis et le Rassemblement national sont une totalité fonctionnelle. Ce qui veut dire que, dans les deux cas, les électeurs, ceux qui votent pour eux, dépassent ceux qui dirigent ces formations. Et que c'est à ces électeurs qu'il faudrait rendre justice. François Ruffin a une bonne idée, une bonne conception de cela, quand il parle de la valeur travail. Alors on oppose la valeur travail aux allocations, c'est complètement absurde, Ruffin l'a dit. Si dans ce système il y a des victimes, évidemment qu'il faut les aider, évidemment qu'il faut des allocations, mais on doit faire un système où il n'y a pas de victimes, et un système où il n'y a pas de victimes, c'est où on respecte le travail humain. Et c'est ce respect du travail humain auquel j'appelle ce soir, et je pense que c'est possible, et que notre influence peut être beaucoup plus grande, parce que devant nous, à part quelques hommes politiques plus courageux que d'autres, je viens d'en mentionner un, il y a le vide, un vide sidérant. Les gens qui travaillent dans l'intelligence, c'est-à-dire le renseignement en France, sont effarés par la stupidité de nos dirigeants politiques. Donc nous, qui avons une certaine forme
de sensibilité, une approche des vrais problèmes, et qui essayons de tracer des pistes, nous devons avoir enfin une influence sur ce pays pour qu'il devienne ce qu'il devrait être, inspirateur, catalyseur et médiateur de cet nouvel ordre économique, monétaire international sans lequel le destin sera le chaos économique et la guerre. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, en toute franchise et de façon directe.